il y a tellement de choses qu'on peut se poser la question de l'urgence. Quelle est l'urgence aujourd'hui? Moi, je viens de démarrer là-dessus. Ouais. On a évoqué tout à l'heure la cause nationale. Je voudrais donner quelques pistes. D'abord, première des urgences, c'est celle qui est la plus ancienne, c'est connaître et comprendre les médias et leur impact. Donc, comment et pourquoi ils fonctionnent. Hein. Et aussi le pourquoi ils fonctionnent. Car les médias ne sont pas là non plus par hasard. On oublie souvent ça, y compris les schémas économiques qui soutiennent les médias. Le deuxième axe qui crée l'urgence, c'est qu'il faut former des citoyens éclairés et capables de s'engager aussi bien dans des actions militantes d'intérêt général local que tout simplement aller plus tard déposer un bulletin de vote pour des élections. Et on sait aujourd'hui quel est le schéma qu'on a pour les prochaines élections, mais vous l'avez compris, je ne veux pas croire aux sondages. Bien. Troisième axe, c'est de renforcer les compétences personnelles, sociales et civiques chez les jeunes comme chez les adultes. Et on le sait, donc peut-être que Denis Tuchet va moins apprécier ce que je vais dire, mais on connaît les lacunes du système éducatif français qui sont révélées entre autres par les chiffres PISA. Hein. Et on sait que par exemple la lecture pose problème. On intervient dans ce champ. Et on sait aussi que le travail de groupe, on est parmi les plus mauvais dans les rapports PISA. On ne sait pas travailler en groupe dans les écoles en France. Je ne donnerai pas mon avis sur la question qui a été posée tout à l'heure, si on est si enthousiaste à l'école primaire et beaucoup moins plus tard, si ça dépendait des jeunes ou de l'école. Je ne donnerai pas ma réponse parce qu'elle serait polémique. Alors je vous relance, monsieur Lucas. Dites-nous quelle est la raison de cette décorrélation entre l'engagement dès le bas âge et puis après la perte en ligne. Je ne te remercie pas de me poser la question directement. Je te remercie. Non, mais je pense tout simplement que un des problèmes de notre système éducatif, c'est justement de mettre l'accent trop sur des contenus et l'empilage de contenus sous forme de millefeuilles, et qu'il faut absolument faire passer tous les contenus en termes d'heures, hein, qui amènent quelque chose complètement déconnecté de la réalité et du fait que les connaissances se croisent. Hein. Chacun est dans son domaine. Il y a l'histoire, il y a les lettres, il y a les maths. Mais c'est pas ça la vie. Dans la vie réelle, en fait, l'ensemble de ces connaissances, à un moment, s'entrecroisent. Les savoirs et les compétences se construisent à partir de ces croisements. Alors, et d'ailleurs, c'est pour ça que le ministère de l'Éducation nationale a complètement raison d'avoir placé l'éducation aux médias et à l'information dans une logique transversale. Pluridisciplinarité. C'est pratiquement la seule activité éducative qui a été mise résolument en transversalité. Alors, Éric Lucas, je suis sûr qu'il veut réagir sur ce que vous venez de dire. Alors là, je suis certaine. Denis Tuchet. Non, il y a aussi l'éducation au développement durable, par exemple, ou l'éducation à la sexualité, qui sont des enseignements transversaux. Je ne peux que rejoindre ce que vous dites, en fait. Le problème des enseignements transversaux, c'est que tout le monde doit le faire, mais finalement, personne ne le fait. Hein. C'est un peu ça. Alors, il y a quand même un acteur essentiel dans les établissements scolaires, collèges, lycées, ce sont les professeurs documentalistes, avec qui vous travaillez sûrement, qui sont les experts en éducation, médias, l'information, mais qui n'ont pas de cours dédiés. Alors, il y a peut-être une nouveauté. Vous savez qu'on est en train de réviser les programmes d'éducation morale et civique, d'enseignement moral et civique, pardon. Et il devrait sortir la semaine prochaine, d'ailleurs, les nouveaux programmes. Et dans les nouveaux programmes, il est prévu, d'après les maquettes qu'on a eues, qu'il y ait un programme d'éducation aux médias à l'information avec une heure dédiée par quinzaine, au collège, lycée, école aussi, mais l'école a un fonctionnement un peu différent. Fait par qui ? Alors, la question oui, voilà, les programmes de MC, c'est à la charge des professeurs d'histoire-géographie, donc ça serait eux avec les professeurs documentalistes. On verra. Mais ça pose des soucis. Ouais, je voulais juste 3 choses sur tout ce que j'ai entendu. Je suis hyper content de voir que dans le premier degré, vous intervenez beaucoup. Et alors, quand j'ai pris ce poste il y a 3 ans, c'était l'angle mort que j'avais révélé à Madame la rectrice. Et il est vrai qu'on a beaucoup de demandes
Et malheureusement, peu de financement possible parce que malheureusement aussi, le pass culture n'est pas encore accessible au premier degré. Donc je suis particulièrement satisfait de ces chiffres qui m'impressionnent. Je voulais revenir aussi sur un point concernant la méthodologie, la façon de travailler avec les établissements scolaires. Et je pense que là-dessus, il y a deux choses. La première, peut-être, mais ça a été évoqué à l'instant, peut-être qu'il existe, hein, je ne le connais pas, mais est-ce qu'il n'y aurait pas possibilité d'avoir un annuaire des intervenants possibles en matière d'éducation aux médias et à l'information dans les deux fédérations que vous représentez, qui permettrait aux établissements scolaires et à moi-même de pouvoir le communiquer aux enseignants, qui permettrait par exemple de présenter aussi votre CV, enfin en tout cas l'expérience que vous avez accumulée en matière de EMI, parce que je vous rejoins là-dessus et c'est quand même un point important. Le EMI est devenu un vrai marché et donc il y a énormément de pression envers moi, mais aussi envers les établissements scolaires de toutes sortes d'institutions qui se lancent dans l'éducation aux médias et à l'information. C'est pourquoi il est important de rappeler votre histoire aussi. Ça, c'est quand même fondamental. C'est une des raisons d'être de cette enquête, justement. Voilà. Et alors, l'idée aussi, plus concrète, c'est ce qu'on a mis en place pour l'Académie Montpellier. C'est une sorte de, j'ai pas trouvé d'autres mots, mais de convention de partenariat qui vous permet, au moment où vous construisez le projet avec les enseignants, de bien comprendre ce qu'ils attendent sur le temps long, hein, je ne parle pas du one-shot, mais sur le temps long, de bien comprendre ce qu'ils attendent de vous et inversement, de vous, ce que vous pouvez apporter comme plus-value, complémentarité à leur projet. Ça me paraît fondamental, sachant, je vous le dis en passant, qu'il y a des programmes scolaires qui existent encore d'éducation aux médias et à l'information, hein, au cycle 4, pages 138 et 139 des programmes, vous pouvez les trouver, il y a 2 pages, un certain nombre de compétences et de connaissances qui sont regroupées en 4 sous-domaines. Voilà. Et donc les enseignants vont s'appuyer là-dessus d'ailleurs, hein, en général pour dire, bah voilà, moi je veux à la fin du projet pouvoir évaluer les compétences et les connaissances des élèves sur ces points précis-là. Et vous, ça vous permet aussi d'arriver de manière beaucoup plus agréable devant les élèves, sachant qu'ils auront été informés de pourquoi vous êtes là. Parce que souvent, enfin je ne sais pas si ça vous arrive encore, mais parfois vous intervenez sans que les élèves soient prévenus, ça peut arriver. Et puis le dernier point que je voulais aborder, c'était la question de la formation. Alors, vous connaissez sûrement la certification du CNPEF, c'est ça ? Il y a Londe Porteuse qui fait ça. Il y a 8 organismes. Il y a 8 organismes dont Londe Porteuse pour donner cette formation certifiante. Certifiante. Oui. Alors voilà, on en parle. Le Clémy hier, on a fait une réunion avec nationale avec les représentants du CNPEF pour qu'ils nous présentent ça. Voilà. Bon. Je pense que c'est à creuser peut-être de votre côté. Je ne sais pas où vous en êtes là-dessus. C'est-à-dire qu'en partie, ça répond à la question de la légitimité, parce que souvent, y a une espèce de mauvaise conscience des gens qui interviennent dans les écoles en disant est-ce que je suis vraiment complètement légitime pour intervenir, oui. Et c'est pas le diplôme qui va rendre plus légitime. Ça va être un papier beaucoup plus pratique pour les contacts. Ouais. Mais c'est pas ça, on le sait bien, c'est pas le diplôme qui crée la compétence. Hein, c'est l'investissement qu'on met soi-même. Mais alors on est dans une institution qui est assez frileuse de ce point de vue-là et qui aime bien la transparence et d'avoir le diplôme. C'est vrai que dans notre institution ça a une particulière importance, mais après c'est pas nécessaire, je suis d'accord. C'est lisible. Et d'ailleurs je voudrais insister sur ce plan-là, ce qui a aussi été avancé, c'est que pour certains appels à projets, on demande à ce que les intervenants aient une carte de presse. Oui, donc c'est un écueil très important. Voilà. Ouais. Éric, il y a des souplesses des fois, oui. Je comprends le truc. Ouais. C'est bon pour vous ? Oui. Qu'on puisse garder le timing, parce qu'il y a justement, on va voir concrètement, il y a un prix, enfin 2 prix qui vont être remis sur de la production EMI. Il y avait encore trois points sur les questions de Oui, c'est ça, sur les évolutions. Hein. Donc je rappelle, on avait dit connaître et comprendre les médias, former des citoyens éclairés, renforcer les compétences individuelles. Et puis il y a la question de la pression des réseaux sociaux, donc ça a été bien énoncé tout
tout à l'heure dans l'introduction, qui est aujourd'hui hyper forte, et derrière, il y a des systèmes économiques et il y a des intentions, hein, donc encore une fois, ça c'est important, et il y a surtout la question de l'intelligence artificielle. Je pense qu'il faut y aller. Dès maintenant, il ne faut pas attendre sur l'intelligence artificielle, il faut effectivement faire connaître les mécanismes, c'est-à-dire comment ça marche, hein, que les moyens de manipuler l'information, aujourd'hui d'ailleurs tout le monde entend aux informations, par exemple les manipulations qui sont faites par certains États avec lesquels on est en situation de conflit, on l'entend tous les jours, l'ingérence par ce biais-là, on doit commencer à l'expliquer. Donc, je peux me permettre sur ce point. Il y a un point important qui est vraiment l'éducation aux médias et à l'information, c'est la façon dont les médias eux-mêmes traitent le sujet de l'IA. Oui. Et cette espèce de panique morale qu'on instille parce que ça fait le buzz. Mais je referme la parenthèse. Ouais, et en fait, c'est un sujet pour les élèves. Mais le problème de l'intelligence artificielle, c'est que ça commence à battre en brèche un de nos principes de base dans l'éducation aux médias, qui était de dire il faut croiser l'information, il faut au moins 2 sources, etc. C'est devenu faux, malheureusement. C'est-à-dire qu'il est tellement facile de fabriquer de fausses sources que même les plus aigus en matière d'analyse peuvent aussi aujourd'hui se faire piéger. Et c'est pourquoi il est vraiment urgent d'intervenir sur ce terrain pour prévenir. Et alors le dernier aspect, alors celui-là j'y tiens vraiment parce que je le ressens comme d'une urgence très forte depuis quelques semaines, quelques mois, c'est l'importance de développer l'expression orale. On a aujourd'hui, tous les jours, dans les faits divers, des situations où principalement des jeunes entrent dans des situations d'ultra-violence. Et d'où vient cette ultra-violence? On le sait, à partir du moment où on n'a pas l'arme de la parole, l'arme du dialogue pour pouvoir avancer, on passe immédiatement au stade de la violence. Je le dis de façon schématique, mais il y a un petit peu de ça. Donc, nous qui sommes les médias de l'oral, voilà, nous devons non seulement partir sur l'éducation aux médias et à l'information, mais aussi aider le système éducatif dans l'avance qu'il fait progressivement vers de plus en plus d'expression orale. Alors, pourquoi est-ce que longtemps on a nié l'expression orale dans le système éducatif? C'est simple. Vous l'avez dit d'ailleurs tout à l'heure indirectement. Le système éducatif, il a d'abord besoin d'évaluer. Et il y a un truc qui est très difficile à évaluer, c'est l'oral. C'est beaucoup plus facile d'évaluer une fiche écrite que de l'oral. Et ça prend surtout plus de temps. Or, le temps, le système éducatif n'en a pas, parce que la façon dont il est organisé et saucissonné, ce n'est pas possible. Bref, donc, l'expression orale, aujourd'hui, c'est effectivement un enjeu énorme de société. Il faut apprendre à parler, il faut apprendre à écouter, il faut apprendre à se parler. Et là, nous pouvons jouer un rôle important. Et je rejoins, et là, je fais une proposition très, très concrète, pour rebondir sur ce que Emmanuel Macron a pu proposer il y a quelque temps. Il a dit, parce que c'était sans doute sa passion à lui, il a dit, il faudrait faire du théâtre presque dans toutes les écoles. Et moi je dis oui, ok, banco, développons l'expression orale, mais pas seulement avec le théâtre. La radio est un moyen aussi de développer cela. Donc si des moyens étaient prévus pour développer le théâtre et l'expression théâtrale, et donc orale et gestuelle, dans les écoles, prévoyons aussi du côté de l'État le moyen que d'autres vecteurs d'expression orale soient bénéficiaires de financement. Merci Eric. On va prendre 10 minutes pour que vous puissiez aussi réagir. Il y a un tas d'informations qui vous ont été communiquées, partagées. Est-ce qu'il y a quelqu'un, il y a une prise de parole? Il y a une question là, je suis sûre qu'il y en a beaucoup. C'est une vraie question qui nous concerne tous. Karine Melzer, Radio Diois dans la Drôme. Moi, il me semble que... moi, ça m'étonne que des enseignants qui ont envie de travailler de l'EMI, ils ne se disent pas que c'est mieux de le faire avec des vrais médias et des journalistes plutôt que des assos, des indépendants qui proposent des programmes très jolis et qui sont peut-être bien faits en termes de com, mais ce décalage-là, et que je pense que le Clémy, il avait un vrai rôle aussi. Quand on travaille les médias, c'est quand même mieux de le faire avec des médias qu'avec des assos d'éducation populaire qui ont plein de bons côtés, mais c'est quand même pas la même chose. Et je pense que nous, ce qu'on doit valoriser aussi avant tout, c'est notre capacité de diffusion,
C'est comme si on apprenait à des gamins à faire des gâteaux, ils le cuisent, mais ils ne le mangent pas, ils ne le goûtent pas. Ben nous, ça va jusqu'à le faire goûter, tester, échanger dessus. Et c'est quand même pas la même expérience d'aller jusqu'au bout. Et ça, c'est nous qui pouvons le faire et pas les autres acteurs. Et je pense que c'est vraiment des choses qu'on doit pouvoir valoriser beaucoup plus fortement et qui doivent être beaucoup plus intégrées de la part de nos financeurs, Éducation nationale, DRAC, etc. etc. Bravo. C'est très important et je crois qu'il est important que les rectorats d'académie réguliers donnent confiance dans les radios associatives aux établissements scolaires. Jean-François. Oui, Jean-François Chaval, oui, Antenne Doc. Bonjour Eric Antonou-Soli, c'est un des rares qui connaît l'emplacement de ma radio. Nous intervenons depuis très longtemps dans une variété d'établissements scolaires, dans des établissements agricoles, dans des établissements religieux, dans des établissements bien sûr laïques. Nous intervenons également auprès de jeunes en difficulté ou d'adultes en difficulté. Le problème que nous rencontrons, le problème principal, je vais vous donner un exemple. Dans le lycée de Gourdon, nous avons à une époque réussi, avec l'aide de la région Midi-Pyrénées, à l'époque c'était Midi-Pyrénées, à mettre en place un studio complet avec un enseignant pour pouvoir faire des émissions de radio. Cela a duré 2 ans, l'enseignant est parti et je sais que depuis les studios sont fermés et inaccessibles. Et le problème il est là, c'est que nous avons en face de nous des gens qui sont intéressés mais ils s'en vont, ils changent, ils tournent et derrière il n'y a pas de reprise, il n'y a personne pour suivre, même quand il y a les moyens techniques mis en place. Est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir quand même, comment dire, de la part des administrations qui sont directement les tutelles de ces gens-là, un système qui fasse que ça ne soit pas lié à la simple envie, à la simple volonté d'un enseignant de faire appel à de la radio? Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir quelque chose de constant? Parce que nous, quand on commence à s'investir, on aimerait pouvoir poursuivre l'activité. Surtout quand il s'agit d'élèves, on peut les suivre sur plusieurs années, 4 ans dans un collège, et peut-être après au-delà. On travaille avec des UT, c'est le plus stable, c'est peut-être l'IUT et également l'Institut qui s'occupe des gens en difficulté. Voilà. Mais pour le reste, c'est vraiment insupportable de commencer à mettre en place une structure, d'obtenir des fonds, de voir tout ce qu'il faut et de voir qu'elle ferme. On a eu plusieurs cas, ce n'est pas le seul cas, on a eu le cas aussi dans un lycée agricole où le studio est toujours fermé, il n'y a toujours pas d'enseignants pour travailler avec nous. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je peux répondre, si vous voulez. C'est comme donner goût à l'expression et tirer l'échelle après. Hein. Sur la continuité, c'est un sujet qui nous préoccupe beaucoup. Parce que d'abord, il y a un investissement en matériel, et ce matériel, après, il pourrit dans une armoire. Alors c'est pour ça qu'on se bat pour que les projets pédagogiques qui soient déposés quand il y a une demande de matériel, elles soient portées au moins par 3 enseignants, et non pas un seul. Mais malheureusement, bon, la réalité, parfois, nous rattrape. Et puis, il y a un deuxième levier sur lequel on travaille. En fait, c'est vous savez qu'on a une inspection pédagogique régionale, donc des inspecteurs qui vont inspecter les enseignants dans leurs enseignements. Et l'idée, ça serait, enfin on essaie d'y travailler, j'essaie, de les sensibiliser à l'intérêt pédagogique de la radio scolaire pour qu'ils puissent ensuite porter ça quand les enseignants changent, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de mutations parfois. Et on se retrouve dans cette situation-là. On ne peut pas imaginer que l'administration de l'école, de l'établissement, soit aussi impliquée au-delà des élèves, des enseignants, ouais. Pardon. Ils changent aussi. Les chefs d'établissement, ils et elles bougent aussi. Donc, c'est complexe. Difficile de trouver. Je veux bien répondre aussi à cette question. On a un commentaire là. Étant moi-même ancien prof, ayant créé un enseignement radio dans l'établissement où j'étais, hein, la vraie problématique, c'est la problématique de projet d'établissement. C'est-à-dire il faut que les projets d'établissement soient portés de façon volontariste par des chefs d'établissement,
par toute l'équipe éducative, toute l'équipe de l'établissement, parce qu'il n'y a pas que ça. Quand des agents, par exemple, interviennent pour faciliter la mise en place d'un studio, ils sont un maillon essentiel. Et je dirais que l'un des problèmes, alors là, je vais me mettre tous les syndicats d'enseignants à dos, l'un des problèmes, c'est aussi que les mutations où les demandes d'affectation d'un établissement ne reposent pas sur des volontés d'investissement pédagogique, mais sur une toute autre logique. Si on avait, par exemple, la possibilité de dire « je veux aller dans cet établissement parce que j'ai envie de travailler sur tel type de projet, parce que j'ai l'appétence, parce que j'ai les compétences, etc. », ce serait possible. Mais ce n'est pas possible, tout simplement parce qu'on est sur la logique fonctionnaire française, quoi, hein. Voilà, on ne peut pas revenir compte, ce serait hyper non populaire, hein. Mais il y a besoin d'équipes. Hein. Ça, c'est pas un changement, c'est une révolution. Un petit peu, ouais. Ça a été le cas pour l'éducation prioritaire. Et simplement, quand on parle de sport, on fait un gymnase et quand le prof de sport s'en va, on en trouve un autre qui vient faire du sport. On est bien d'accord? Bon. Et le problème, c'est que j'ai l'impression que l'EMI n'est pas rendu comme une matière obligatoire dans laquelle il doit y avoir un enseignement suivi dans les établissements scolaires et dans les autres endroits. Mais on remplace le prof de sport, on ne remplace pas le prof pour faire de la radio ou des émissions. Il y a un problème. En fait, c'est le professeur documentaliste ou la professeure documentaliste qui est un peu le levier là-dessus, qui représenterait l'EMI dans l'établissement. Et alors à ce moment-là, on les forme beaucoup sur la radio scolaire, pas encore suffisamment. Il faudrait travailler aussi sur la formation initiale. On a un peu de mal à travailler avec la formation initiale, et puis en plus, ils sont au sujet à de multiples réformes, donc c'est pas facile. Mais ça serait nécessaire, ça, que le professeur ou la professeure documentaliste puisse porter ça, quel que soit... Est-ce qu'ils peuvent être officialisés comme référent EMI, quelqu'un? Il l'est déjà. Il l'est déjà. Factuellement, il est référent EMI. Okay. Dans ses missions, c'est indiqué dans la circulaire de mission du professeur documentaliste. Ouais. Alors, une question? Mais il faudrait aussi, les documentalistes, avoir un peu plus de moyens et être un peu plus reconnus. Lisez la littérature des syndicats des documentalistes qui, là-dessus, a des exigences qui sont légitimes. Oui, c'est ce que je voulais dire. Il y a des... Enfin, l'évolution de leur mission, c'est pléthorique. Ils croulent un peu sous le... Donc, effectivement, avoir d'autres... Parce que l'éducation aux médias et à l'information, ça devrait être transversal. Ça concerne aussi bien le prof de français que le prof d'histoire géo, que les profs de langue, voire même les profs de matières scientifiques, puisqu'aujourd'hui, l'info, il n'y a qu'à voir le succès sur les réseaux sociaux de Thomas Pesquet et tous ces trucs. Enfin, bon, et puis l'Agence spatiale européenne. Enfin, non. Je veux dire, il y a des tas de choses à faire dans bien des domaines. Mais alors, on a des dispositifs qui peuvent accompagner ça. Par exemple, pour les sciences, c'est un bon exemple. On a un dispositif qui s'appelle Graines de reportage scientifique, qui permet de faire travailler les élèves sur ce que c'est que la médiatisation de la science et la vulgarisation scientifique. Et ils doivent produire, à la fin de l'année, un podcast ou une vidéo sur un sujet qui est lié à la mer et les océans. Et il y a 10 thématiques. Donc la plupart du temps, les collègues, ils se préoccupent de l'éducation aux médias quand le prof documentaliste leur fait un petit piqûre de rappel. Ça va être la semaine de la presse. Mais ça, c'est sur toute l'année. Vous disiez dans la salle hier matin, c'est sur le temps long ce travail. Et c'est toute l'année. Alors à part le prof d'histoire géo, les profs de langue qui de temps en temps utilisent comme support en fait un article de presse ou un extrait de podcast radio ou un extrait de vidéo d'information ou quoi. Mais finalement, c'est en permanence qu'on a recours à ces ressources-là dans nos cours. Par contre, il n'y a pas, comme on disait, le catalogue des services, etc. C'est dommage, parce que si sur Adage, il y en a de plus en plus, on sera de plus en plus nombreux à y aller et à en demander. Bien. Je vais reprendre la parole. Vous savez, je dois rendre l'antenne à midi. On a beaucoup de commentaires, mais le temps tourne. Vous avez l'habitude de ça. Eric, encore 2 mots sur ce mot que tu as inventé et du système. Voilà, on ne pouvait pas parler d'écosystème, donc moi j'ai préféré parler du système EMI. Je pense qu'il faut qu'on travaille à partir de maintenant là-dessus. C'est-à-dire qu'on identifie clairement l'espèce de grande nébuleuse dans laquelle il y a une multitude d'intervenants en EMI. Et vous allez voir
qui a beaucoup de monde et beaucoup de structures. Ça a été évoqué un peu tout à l'heure par notre collègue de Radio Diois. Il y a d'abord toute l'éducation initiale. Vous la représentez ici, monsieur, pour le CLEMI. Il y a tout le champ de l'éducation populaire et du périscolaire. Il y a également tous les gens qui sont spécialisés dans des approches vers des publics particuliers, dans le domaine du handicap, judiciaire, les seniors, etc. Il y a les financeurs qui sont multiples. Il y a également des gens qui peuvent fournir des supports, c'est-à-dire qui fabriquent des outils. Par exemple, à Toulouse, moi j'utilise régulièrement un jeu qui a été créé par une boîte de Toulouse, qui s'appelle le 36 heures dans la rédaction. Voilà. Eh ben, on a besoin de supports comme ça. Il y a des gens qui font des supports. Prenons-les, pas la peine de les refabriquer nous-mêmes. Il y a des analystes, c'est-à-dire des gens qui regardent ce qui se passe, comment ça évolue, quels sont les besoins. Il y a des supports. Pensons par exemple je pense à l'UMNI par exemple. Ne pas bouder les différents supports qui peuvent exister, ni les supports du CLEMI qui sont nombreux, c'est-à-dire il y a quand même des ressources énormes. Il y a le positionnement comme intervenant média. Ça veut dire quoi, intervenant média? Ça veut dire je viens dans une classe pendant 1 heure ou 2 heures, je réponds à des questions. En général, c'est combien ça gagne un journaliste, est-ce qu'il faut, comment on a une carte, etc. Et on ressort en se disant, mais qu'est-ce qui va rester de ce que j'ai pu dire, hein? Et c'est bien pourquoi nous défendons, nous, au contraire, le fait de créer des ateliers. Et c'est là qu'il y a encore d'autres catégories. Il y a ceux qui interviennent avec des enseignants pour appuyer des enseignants, et nous sommes dans une démarche où nous proposons directement des schémas d'intervention et les prenons totalement en charge. C'est-à-dire nous sommes intervenants à ce moment-là en éducation populaire. Donc il y a comme ça, je n'ai pas tout cité, mais beaucoup d'acteurs dans ce secteur de l'EMI. Il faut qu'on apprenne à se connaître, à se compléter. Je rappelle que l'EMI est d'abord une cause nationale. Je sens que Denis Tuchet veut dire quelque chose. Juste pour finir, je suis un peu bavard, mais là je dois réagir. Comme je l'ai dit, l'EMI est dans les programmes d'enseignement réglementaires, donc les enseignants doivent se les approprier. Ça, c'est la première chose. Quand vous intervenez dans un établissement scolaire, vous intervenez, comme je disais tout à l'heure, en complémentarité, en apportant une plus-value. Et c'est important, pourquoi? Parce que il faut que ça ait du sens pour les élèves. Hein. Donc ça veut dire que, pour pas que ça tombe comme un cheveu sur la soupe, il faut que les enseignants puissent faire en sorte que, même si c'est un kit pédagogique avec lequel vous arrivez, il puisse y avoir un avant et un après. Parce que sinon, ça n'a aucun sens. Pour avoir enseigné longtemps... on s'aperçoit, vous savez, c'est comme quand on fait intervenir les gendarmes pour dire attention les dangers d'Internet. On va les faire intervenir 1 heure, ça ne sert à rien. Le gamin, ce qu'il va faire en sortant, c'est qu'il va essayer de voir si ce qu'on lui a dit de ne pas faire, eh ben, il va prendre vraiment 3 ans de prison et 50 000 € d'amende. Il ne les prendra pas, justement. C'est complètement inefficace. Mais ça peut être complémentaire. Je dis rien, je ne veux pas critiquer ça, je veux juste dire que quand on fait intervenir un gendarme, un partenaire, il faut que ça rentre dans un projet pédagogique pensé en amont et en aval. Ok, merci. Merci donc à tous les participants de la table ronde. Merci à Eric, merci à Jocelyn, merci à tout le monde. À Denis, merci à Perla. Je fais comme le gars là, de la télé, merci à tout le monde, merci aux techniciens, merci pour votre présence. Juste une petite histoire pour que ça ouvre l'appétit. C'est quelqu'un qui voulait traverser le lac de Constance du côté là où je suis en Suisse, et il prend un scientifique dans sa barque et il fait nuit, et le scientifique demande aux pêcheurs là, il dit vous connaissez un petit peu dans les étoiles, etc. Il dit l'astronomie. Il dit non, je connais rien. Il dit oulala, vous avez perdu 1/4 de votre vie. Et puis tout d'un coup, il dit mais vous y connaissez quand même un peu en physique. Il dit non, vous perdez 2/4 de votre vie. Et puis il dit mais quand même, vous connaissez quelle est la consistance de l'eau? Il dit non, je suis désolé. Vous connaissez rien en chimie? Non. Il dit vous perdez 3/4 de votre vie.
Et puis, vous savez que quand le mauvais temps est présent, même dans un lac, ça peut être extrêmement dangereux. Il y a eu une tempête, là, les vagues ont commencé à monter, de l'eau qui rentrait dans la barque, et le pêcheur donc se tourne vers le scientifique et lui demande « Monsieur le scientifique, vous savez nager ?» L'autre lui répond non. Il dit vous allez perdre 4/4 de votre vie. Redouane Esbanti, mesdames, messieurs. Donc la question, c'est du savoir. Qu'est-ce qui est important dans ce qu'on transmet? Quel est le savoir qui est essentiel? Merci. Merci à toi.